Edward Bernays, Propaganda, comment manipuler les masses en démocratie. L'étude systématique de la psychologie des foules a mis au jour le potentiel que représente pour le gouvernement invisible de la société la manipulation des mobiles qui guident l'action humaine dans un groupe. Trotter et Lebon, d'abord, qui ont abordé le sujet sous un angle scientifique, Graham Wallace, Walter Lippmann et d'autres à leur suite, qui ont poursuivi les recherches sur la mentalité collective, ont démontré, d'une part, que le groupe n'avait pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu, d'autre part, qu'il était motivé par des impulsions et des émotions que les connaissances en psychologie individuelle ne permettaient pas d'expliquer. D'où, naturellement, la question suivante. Si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles s'en rendent compte ? La pratique de la propagande a récemment prouvé que c'était possible, du moins jusqu'à un certain point et dans certaines limites. Certes, la psychologie collective est encore loin d'être une science exacte et les mystères de la motivation humaine n'ont pas tous été révélés. Cela étant, l'alliance de la théorie et de la pratique s'avère assez fructueuse pour qu'il ne soit plus permis de douter que dans certains cas, la mise en œuvre de tel ou tel mécanisme provoque en effet un changement d'opinion remarquablement conforme à celui attendu, un peu comme un automobiliste règle la vitesse de sa voiture en agissant sur le débit d'essence. Bien que la propagande ne soit pas une science au sens expérimental du terme, ce n'est plus tout à fait la pratique empirique à quoi elle se résumait avant l'avènement de la psychologie des foules. Elle est scientifique au sens où elle cherche autant à fonder ses opérations sur des connaissances précises tirées de l'observation directe de la mentalité collective que sur des principes dont la cohérence et la relative constance ont été démontrées. Comme le savant dans son laboratoire, le propagandiste moderne étudie systématiquement le matériau sur lequel il travaille. Lorsqu'il doit, par exemple, préparer une campagne de vente d'envergure nationale, il explore le secteur en s'entourant d'un service de presse, d'un corps d'éclaireurs et en effectuant lui-même des recherches ciblées. Il détermine de la sorte quelles caractéristiques du produit ont perdu leur attrait et dans quelle direction s'oriente le goût du public. Il n'oublie pas d'évaluer si et dans quelle mesure Madame a son mot à dire dans le choix de la voiture de Monsieur, dans celui de ses costumes ou de ses chemises. Trop d'éléments échappent toutefois à son contrôle pour qu'il puisse espérer obtenir des résultats scientifiquement exacts. Il pourra affirmer avec une assez grande certitude qu'à condition que les circonstances s'y prêtent, une traversée internationale en avion est de nature à susciter l'engouement du public, voire un regain de ferveur pour les programmes politiques. En revanche, il ne peut pas jurer qu'un événement inattendu ne va pas détourner l'attention publique de ce vol, ou qu'un autre aviateur ne réalisera pas, la veille, un exploit plus spectaculaire encore. Si restreint que soit le secteur de la psychologie collective sur lequel il travaille, le propagandiste doit tabler sur une marge d'erreur importante. La propagande n'est pas plus une science exacte que l'économie ou la sociologie, car elles ont toutes les trois le même objet d'étude, l'être humain. À partir du moment où l'on peut influencer des dirigeants, qu'ils en aient conscience ou non, et qu'ils acceptent ou non de coopérer, automatiquement, on influence aussi le groupe qu'ils tiennent sous leur emprise. Les effets de la psychologie collective ne s'observent toutefois pas uniquement sur ceux qui y participent ensemble à une réunion publique ou à une émeute. L'homme étant de nature grégaire, il se sent lié au troupeau, y compris lorsqu'il est seul chez lui, rideau fermé. Son esprit conserve les images qui ont imprimé les influences sociales. Assis à son bureau, un homme décide d'acheter des actions. Alors qu'il s'imagine sûrement que seul son jugement personnel intervient dans cette décision, en réalité, ce jugement est un mélange d'impressions gravées en lui par des influences extérieures qui contrôlent ses pensées à son insu. Il envisage de devenir actionnaire de cette compagnie de chemin de fer parce qu'elle a fait les gros titres de la presse la veille et qu'en conséquence son nom s'impose puissamment à lui. D'ailleurs, il garde un bon souvenir d'un fameux dîner à bord d'un de ses express. Elle a une politique de l'emploi libérale et une réputation d'honnêteté. Il a appris que la J.P. Morgan en avait des parts.
leurs travaux ont amené Trotter et Lebon à la conclusion que la pensée, au sens strict du terme, n'avait pas sa place dans la mentalité collective, guidée par l'impulsion, l'habitude ou l'émotion. À l'heure du choix, son premier mouvement est en général de suivre l'exemple d'un leader qui a su gagner sa confiance. C'est là un des principes les plus fermement établis de la psychologie des foules, qui opère en fixant à la hausse ou à la baisse le prestige d'une station balnéaire, en suscitant une ruée sur telle banque ou un mouvement de panique à la bourse, en créant l'engouement qui va déterminer le succès d'un livre ou d'un film. Quand la foule ne peut pas calquer sa conduite sur celle d'un leader et doit se déterminer seule, elle procède au moyen de clichés, de slogans ou d'images symbolisant tout un ensemble d'idées ou d'expériences. Il y a quelques années, il suffisait d'accoler au nom d'un candidat politique le mot « intérêt » pour qu'instinctivement des millions de gens lui refusent leur vote, tant ce qu'évoquait ce terme « intérêt » était associé à la corruption. Plus près de nous, le mot bolchevique a rendu un service du même ordre à ceux qui voulaient effrayer le grand public pour le détourner d'une ligne d'action. Les propagandistes réussissent parfois à faire basculer tout un magma d'émotions négatives collectives en jouant sur un vieux cliché ou en forgeant un nouveau. En Grande-Bretagne, les hôpitaux d'évacuation militaire furent la cible de très nombreuses critiques pendant la guerre, à cause des traitements sommaires qui y étaient dispensés aux blessés. Aux yeux de l'opinion, les patients d'un hôpital avaient droit à des soins prolongés et consciencieux. Le mécontentement public céda quand, au lieu d'hôpitaux, on se mit à parler de postes d'évacuation. Personne n'attendait d'une institution ainsi baptisée qu'elle dispense plus que des traitements d'urgence. Le terme « hôpital » avait un sens convenu, indissociablement associé à un certain cliché. Jamais l'opinion ne se serait laissée persuader qu'il convenait de distinguer entre tel et tel type d'établissement hospitalier, qu'il fallait séparer l'expression de l'image qu'elle évoquait. En revanche, l'invention d'un nouveau terme a automatiquement conditionné l'émotion publique en faveur des dits postes d'évacuation. Les hommes prennent rarement conscience des raisons réelles au fondement de leurs actions. Monsieur Tout-le-Monde croit qu'il a décidé de l'achat de sa voiture en connaissance de cause, après avoir minutieusement comparé les caractéristiques techniques des différents modèles proposés sur le marché. On peut sans grand risque d'erreur affirmer qu'il se leurre. En réalité, un de ses amis dont il respecte le sens des affaires a peut-être acheté la même voiture une semaine auparavant. Ou bien Monsieur Tout-le-Monde a voulu prouver à ses voisins qu'il avait les moyens de s'offrir une automobile de cette classe. Ou encore il l'a choisie pour ses couleurs, qui se trouvent être celles de son ancienne université. Les psychologues de l'école de Freud, eux surtout, ont montré que nos pensées et nos actions sont des substituts compensatoires de désirs que nous avons dû refouler. Autrement dit, il nous arrive de désirer telle chose, non parce qu'elle est intrinsèquement précieuse ou utile, mais parce que, inconsciemment, nous y voyons un symbole d'autre chose dont nous n'osons pas nous avouer que nous le désirons. Un homme qui achète une voiture se dit probablement qu'il en a besoin pour se déplacer, alors qu'au fond de lui, il préférerait peut-être ne pas s'encombrer de cet objet et sait qu'il vaut mieux marcher pour rester en bonne santé. Son envie tient vraisemblablement au fait que la voiture est aussi un symbole du statut social, une preuve de la réussite en affaires, une façon de complaire à sa femme. Ce grand principe voulant que nos actes soient très largement déterminés par des mobiles que nous nous dissimulons, vaut autant pour la psychologie collective que pour la psychologie individuelle. Le propagandiste, soucieux de réussir, doit donc comprendre ces mobiles cachés, sans se satisfaire des raisons que les individus avancent pour justifier leur comportement. À cet égard, il ne suffit pas de bien connaître la mécanique sociale, le jeu des regroupements, des clivages et des allégeances. Un ingénieur a beau tout savoir des cylindres et des pistons d'une locomotive, il ne pourra pas la faire démarrer s'il ignore comment la vapeur réagit à la pression. La vapeur qui fait tourner la machine sociale, ce sont les désirs humains. Ce n'est qu'en s'attachant à les sonder que le propagandiste parviendra à contrôler ce vaste mécanisme aux pièces mal emboîtées
que forme la société moderne. Le propagandiste d'autrefois travaillait en fonction de la réponse psychologique mécaniste, alors en vogue dans nos universités. Elle assimilait l'esprit humain à ni plus ni moins qu'une machine, un système de nerfs et de centres nerveux réagissant aux stimuli avec une régularité mécanique, tel un automate, sans défense, dépourvu de volonté propre. Le spécialiste du plaidoyer pro-domo s'en tenait alors à créer le stimulus qui déclencherait la réponse attendue de la part de l'acheteur individuel. Une des doctrines de cette école de psychologie affirmait qu'un stimulus souvent répété finit par créer une habitude, qu'une idée souvent réitérée se traduit en conviction. Imaginons le responsable des ventes d'un grossiste en viande, chargé par ce dernier d'augmenter la demande de bacon. Selon la stratégie alors préconisée, il aurait répété à l'envi ses consignes dans des publicités pleines pages. Mangez du bacon, bon marché, bon pour la santé, le bacon vous donnera des réserves d'énergie. Aujourd'hui, parce qu'il comprend la structure de la société et les principes de la psychologie collective, le responsable des ventes demandera d'abord: quels sont ceux qui, de par leur position, influencent nos habitudes alimentaires? On coule de source, les médecins. Ce vendeur d'un nouveau type suggérera alors au corps médical de se prononcer publiquement sur les effets salutaires de la consommation du bacon. Il sait, avec une certitude mathématique, parce qu'il connaît la dépendance psychologique des patients vis-à-vis de leur médecin, que la plupart des gens se rangent aux avis de la faculté. Le propagandiste de la vieille école, ce serait presque exclusivement de l'attrait du message imprimé pour essayer de convaincre le lecteur individuel d'acheter au plus vite tel ou tel article. Ce procédé est illustré on ne peut mieux par une réclame longtemps considérée comme idéale du point de vue de la simplicité et de l'efficacité. Acheter, avec le cas échéant un index autoritaire pointé vers le lecteur, les talons en caoutchouc O'Leary, maintenant. Au moyen de la répétition et de la prise à partie individuelle, le publiciste cherchait à vaincre ou à percer les résistances des acheteurs. L'appel qu'il diffusait auprès de 50 millions de personnes visait chacune d'entre elles en particulier. Les nouveaux responsables commerciaux savent qu'il est possible, en s'adressant aux hommes qui composent les masses par le biais de leur formation collective, de susciter des courants émotionnels et psychologiques qui travailleront pour eux. Au lieu de s'attaquer de front aux résistances des acheteurs, ils cherchent à les supprimer. À cet effet, ils créent les circonstances qui, en canalisant les courants émotionnels, vont produire la demande. Si par exemple, je souhaite vendre une marque de piano, je ne pourrais pas me contenter d'assourdir le pays avec un appel direct tel que « Achetez tout de suite un piano Mozart, vous ferez une bonne affaire, les plus grands artistes l'ont élu, il durera des années ». Quand bien même tous ces arguments seraient vrais, ils sont directement en concurrence avec ceux des autres fabricants de pianos et, indirectement, avec ceux mis en avant pour un poste de TSF ou une automobile qui se disputent le porte-monnaie des consommateurs. Quelles sont les véritables raisons qui décident l'acheteur à dépenser son argent dans une voiture neuve plutôt que dans un piano neuf? Sait-il vraiment pourquoi il privilégie le produit conçu pour la locomotion sur le produit conçu pour la musique? Pas exactement. Il achète une voiture parce que c'est cela qui se fait en ce moment. Le propagandiste moderne va donc entreprendre de créer les circonstances à même de changer cette vogue. Pour cela, il peut choisir d'en appeler à l'amour du chez-soi et s'efforcer de promouvoir auprès du grand public l'idée de salons de musique particuliers. Dans ce but, il organisera par exemple une exposition de salons de musique d'époque, agencée par des décorateurs de renom qui eux-mêmes modèlent les goûts des acheteurs. Dans un souci d'efficacité et de prestige, il ornera ces reconstitutions de tapisseries rares et précieuses. Et afin de focaliser l'attention sur cette exposition, il la fera précéder d'un événement mondain, une cérémonie, à laquelle seront conviées des personnalités connues pour influer sur les pratiques d'achat des citoyens ordinaires, un grand violoniste par exemple, un artiste de renom, des célébrités mondaines. L'ascendant que ces gens exercent sur les autres groupes sociaux va porter l'idée des salons de musique particuliers à une place qu'elle n'avait pas jusqu'alors dans la conscience collective. Différents canaux publicitaires permettront ensuite
de projeter sur le grand public l'image de ces personnalités et l'idée qu'elles incarnent. Entre-temps, on aura convaincu des architectes influents de faire du salon de musique un élément à part entière de leur plan, peut-être en prévoyant dans un coin une charmante alcôve destinée au piano. Leurs collègues moins influents imiteront bien sûr les réalisations de ceux qu'ils considèrent comme des maîtres. Ils contribueront de la sorte à implanter l'idée du salon de musique dans l'esprit du grand public. Elle sera acceptée parce qu'on en aura délibérément fait la dernière toccade à la mode. Et le monsieur ou la dame qui auront chez eux un salon de musique, ou à tout le moins un coin du séjour qui puisse en tenir lieu, envisageront tout naturellement d'acheter un piano. Ils penseront que l'idée vient d'eux. Selon le schéma en usage autrefois, le fabricant suppliait l'acheteur potentiel. « Achetez-moi un piano, s'il vous plaît. » Aujourd'hui, le schéma s'est inversé. Et c'est l'acheteur potentiel qui dit au fabricant « Vendez-moi un piano, s'il vous plaît. » L'importance du processus associatif dans la propagande est fort bien illustrée par l'ambitieux projet immobilier de Jackson Heights. Les promoteurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour enclencher ce processus en insistant sur les agréments sociaux du nouveau quartier. Sous les auspices de Madame Astor et de quelques autres personnalités, la troupe des Jitney Players se produisit dans un spectacle de bienfaisance pour les victimes du tremblement de terre japonais. On présenta à cette occasion les avantages dont jouiraient les futurs propriétaires, notamment un terrain de golf et son clubhouse. Quelque temps avant l'ouverture du bureau de poste, le conseiller en relations publiques découvrit que l'événement coïncidait avec une date mémorable dans les annales du service postal américain. Il conçut l'inauguration autour de cet événement afin de porter le projet à l'attention du pays tout entier. Pour mieux vanter au public le charme des appartements de Jackson Heights, on organisa un concours entre des décorateurs d'intérieur départagés par un jury éminent. Cette compétition, saluée par des personnalités influentes, est suivie avec beaucoup d'intérêt par des millions de gens grâce aux journaux, aux magazines et à divers canaux publicitaires, eut pour effet d'asseoir définitivement le prestige du nouveau lotissement.